De Difa, ville du sud-est du Niger, nous empruntons une piste pour rejoindre le camp de réfugiés de Sayam Forage à environ 50 km et 1 heure de route. Nous y allons en convoi en raison de la situation sécuritaire. La région de Difa est en effet sous la menace du groupe djihadiste Boko Haram. Sur la route pour Sayam, nous traversons de petits villages, des camps de déplacés, la savane arborée parsemée de troupeaux de bœufs et de moutons. C'est au bout de ce décor que Sayam s'offre à nous. Nous sommes à près de 1400 km de Niamey, la capitale du Niger, et à environ 50 km de la frontière avec le Nigeria. C'est de là que viennent les réfugiés fuyant les violences. Selon le HCR, ils sont aujourd'hui quelques 17 000 réfugiés et déplacés à vivre dans ce camp. La gestion de Sayam Forage, qui s'étend sur 17 hectares, est un réel défi quotidien. Le besoin de la population, c'est assez souvent les activités génératrices de revenus. Les populations que nous avons ici, ce sont principalement des réfugiés nigérians. Et ces populations-là vivaient à la sueur de leur front avant qu'ils ne soient chassés des territoires qu'ils occupaient. Donc ici, quand ils sont arrivés ici, on leur a pratiquement fait toute l'assistance nécessaire et ils se trouvaient en ce moment gênés au début. En 2015, ils étaient gênés de tendre chaque fois la main. Ils demandaient à chaque fois des activités génératrices de revenus. Et les ONG qui étaient là avaient procédé d'abord par la formation dans les activités, la formation des réfugiés dans ces activités, dans des activités génératrices de revenus, c'est-à-dire la couture, il y avait la production de savon, il y avait le maraîchage, il y avait la pisciculture et toutes ces activités-là dont ils ont bénéficié de la formation ont été implémentées dans le camp. Mais il reste encore beaucoup de défis à relever en termes d'autonomisation surtout des réfugiés. C'est pour répondre à ces nombreux défis que le projet DK39 est mis en œuvre depuis janvier 2018 dans le bassin du lac Tchad, principalement au Niger et au Tchad, par le Bureau Afrique de l'Ouest et du Centre de l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population. Financé par le Danemark à hauteur d'1 500 000 $, ce projet vise à renforcer la résilience de la communauté autour du bassin du lac Tchad grâce à des investissements dans les jeunes et les femmes. Dans l'autonomisation, nous avons eu les bénéficiaires ont bénéficié de la coupe-couture, des machines pour faire la coupe-couture. Il y a ceux qui ont opté pour la transformation de l'arachide. Et vous êtes sans savoir que ces activités-là ont été choisies par les bénéficiaires. Ce ne sont pas des activités qui ont été imposées, mais on s'était assise avec ces bénéficiaires. Nous avons demandé qu'est-ce qu'elles veulent faire comme activité, qu'elles pensent que cette activité peut les aider, qu'est-ce qu'elles peuvent faire. Ils ont cité les activités. Maintenant, on a analysé, voir est-ce que la possibilité et la faisabilité est possible. Puisque les bénéficiaires peuvent vouloir faire quelque chose. Si ce n'est pas faisable, donc on va essayer d'orienter ou bien de les orienter pour qu'elles puissent choisir un autre. Donc toutes ces activités-là, c'est la communauté elle-même qui a choisi, à savoir la coupe-couture, à savoir la transformation de l'arachide, à savoir l'embauche bovine. Tout ça, là, elles-mêmes, elles ont choisi. Et aujourd'hui, comme elles le disent et elles le répètent, que ça va, cette activité leur a permis de couvrir certains besoins. Aïcha Adamou fait partie des femmes du camp qui ont bénéficié d'activités génératrices de revenus. Chez elle transforme de l'arachide en huile et en tourteau. Elle les revend sur le marché du village et les bénéfices lui permettent de subvenir aux besoins de sa famille. Cette activité m'aide beaucoup, surtout pour prendre soin de ma famille. C'est grâce à cette activité que nous avons de quoi nous nourrir, de quoi acheter des vêtements pour mes enfants et moi-même. Au début, on nous a donné des sacs d'arachide et du matériel. Je ne savais même pas ce que cela valait. C'est quand j'ai commencé à vendre l'arachide transformé que je me suis rendu compte de l'importance de cette activité. Aujourd'hui, je m'en sors, Dieu merci. Centre de santé de Sayam Forage. Du monde ce matin. Elles sont une bonne cinquantaine à attendre pour voir un médecin ou une sage-femme.
La structure a-t-elle les moyens de répondre à toutes ces demandes? Apparemment oui. Ces derniers mois, les capacités du centre de santé de Sayam ont été considérablement renforcées par le projet DK39. L'appui a beaucoup changé parce que la maternité est dotée d'équipements avec des kits qui sont là, les kits d'accouchement, les kits kangourou et beaucoup d'intrants également pour la maternité. Donc cela vraiment a changé beaucoup dans la prise en charge des femmes enceintes ou bien des femmes enceintes malades et dans les accouchements et le reste. En tout cas, tout ce qui concerne la prise en charge, vraiment ça a beaucoup amélioré la prise en charge et la qualité de la prise en charge. La sage-femme du centre de santé de Sayam aide par jour au moins 3 femmes à accoucher, de jour ou de nuit. En effet, les problèmes d'électricité sont aujourd'hui un vieux souvenir. La salle d'accouchement a été alimentée en électricité et équipée par le projet DK39. Les sages-femmes et infirmières ont également bénéficié de formations sur la prise en charge des soins obstétricaux d'urgence tels qu'une hémorragie du postpartum immédiat, ainsi que sur la prévention et la gestion du choc irrelatif. Ce qu'on fait tous les jours ici, quand on vient à 8h, on fait les visites avec notre docteur, les visites des femmes enceintes hospitalisées, accouchées hospitalisées, tout. Après, il nous donne des consignes s'il y a quelque chose à faire, s'il y a des femmes qu'on doit libérer, et on fait sortir les femmes. Après, je viens à la maternité, je fais les tirages des femmes enceintes qui sont malades. Quand il y a des femmes gravement malades comme Palui, je prends en charge. Après ça, je retourne à la CPNR, je paie la CPNR. En même temps, s'il y aura des femmes enceintes, les facturantes sont venues pour accoucher, je prends en charge. Et s'il y a des nouveau-nés malades qu'on amène des fois à la maison, des nouveau-nés de 28 jours, je prends en charge encore. Depuis que le projet a débuté, le projet a beaucoup apporté pour la maternité. La maternité a bénéficié d'une lampe qui permet vraiment la réanimation, qui aide vraiment dans la réanimation des nouveau-nés. Mis à part ça, il y a eu encore des lits qui ont été apportés, ce qui vraiment change la prise en charge. Parce que ça aide vraiment la sage-femme dans la prise en charge. Parce que tant qu'il y a des matériels, la sage-femme, elle est vraiment dans de bonnes conditions pour travailler, ce qui n'était pas le cas vraiment avant. Les bénéficiaires sont plutôt satisfaites. Elles sont en moyenne 140 par jour à bénéficier de divers services du centre de santé. Des réfugiés et déplacés du camp principalement, mais aussi la population locale. Là où nous vivions au Nigeria avant de venir ici, nous avions des difficultés d'accéder aux soins, puisque c'était une zone reculée. Avoir accès aux soins maintenant en tant que réfugié au Niger est un changement positif pour nous. Le centre est disponible pour nous en tant que réfugiés de jour comme de nuit. Quand nous sommes malades ou que nos enfants sont malades, le personnel est toujours disponible et nous avons des médicaments. Lorsque nous sommes satisfaits du service, nous le faisons savoir au personnel. Lorsque nous ne sommes pas satisfaits, nous le disons aussi pour qu'il améliore ou que le cas soit évacué vers DIFA. Et pour cela, une ambulance est disponible ainsi que le personnel pour accompagner le patient. Cet autre espace du centre de santé de Sayam Forage est consacré à la consultation prénatale et à la planification familiale. Ici, le projet a surtout favorisé la disponibilité des méthodes contraceptives. Et grâce aux sensibilisations, le nombre de femmes à avoir adopté une méthode de planification familiale a considérablement augmenté dans le camp. En moyenne, 10 femmes passent ici par jour pour une consultation. Je suis venue pour ma consultation prénatale.
La sage-femme m'a fait faire tous les examens nécessaires. Elle m'a fait des prises de sang pour le VIH et le paludisme. Elle m'a donné des médicaments, le fer et un autre contre le paludisme. Elle a également pris ma tension et m'a rassurée à ce propos. Elle m'a également donné des conseils sur la grossesse et la nutrition. À quelques mètres du centre de santé de Sayam se trouve le centre multifonctionnel. Ici sont pris en charge les cas de violence basée sur le genre, la prise en charge psychologique, mais aussi l'autonomisation des femmes grâce à des activités génératrices de revenus. Kado Ibrahim est le gestionnaire du centre. Des histoires traumatisantes, il en entend tous les jours. Par rapport au partage, c'est un truc très confidentiel, mais je pouvais parler un peu d'une manière bref. En fait, il y avait un cas qui était arrivé ici. Donc, c'était une jeune fille qui a été prise par les GAN. Elle a passé 2 ans pratiquement avec eux. Donc, elle est arrivée ici, en tout cas, avec une grossesse non désirée. Donc, vous voyez. Donc on a essayé en tout cas de la prendre en charge. On l'a référée au centre de santé aussi pour vraiment poursuivre la grossesse avec les médecins. Donc d'une manière bref, voilà un peu l'histoire. Mais il y en a beaucoup d'autres. Parce que si je vais essayer de détailler, en tout cas, je peux passer toute la journée en train de parler des histoires comme ça. 3 femmes, 3 histoires, avec un dénominateur commun, la violence basée sur le genre. Viol, violence conjugale, déni des ressources ont rythmé leur quotidien des mois durant. Aujourd'hui, elles ont retrouvé le sourire. Quand on a quitté notre village à cause des attaques, j'ai perdu de vue mon mari. Quelque temps après, j'ai su qu'il était dans une autre localité. Je suis allée au moins 3 fois sans que mon mari ne prenne soin de moi. Même pour rentrer, il ne me donnait pas les frais de transport. Avec les enfants, j'étais perdue. Je ne savais pas quoi faire pour subvenir à nos besoins. Une fois ici, j'ai commencé à fréquenter le centre multifonctionnel. Une dame du nom d'Amina m'a pris en charge et m'a rassurée. Par la suite, j'ai bénéficié d'activités génératrices de revenus, ce qui me permet aujourd'hui de subvenir aux besoins de ma famille. Quand je suis arrivée ici, le centre m'a aidée, surtout avec des kits de dignité. D'abord, ensuite, j'ai bénéficié d'une formation en couture. Et avec les autres survivantes, j'ai commencé à reprendre goût à la vie. Aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux. Grâce au groupe de parole aussi, ça m'a aidé à oublier ce que j'ai traversé. À mes débuts, ici au camp, je vendais de l'eau et je partais chercher du bois dans la forêt alors que c'est interdit. Mais je ne savais pas où se trouvait mon mari et j'avais en charge les enfants. Ce que je gagnais était insuffisant pour subvenir à nos besoins. Quand je suis venue au centre multifonctionnel, en plus de la prise en charge psychologique, j'ai aussi bénéficié du volet activité génératrice de revenus. Depuis lors, je ne vends plus de l'eau ni du bois. À Sayam, les violences basées sur le genre préoccupent plus d'un. Les violences conjugales, le viol, les mariages précoces, la déscolarisation des jeunes filles sont autant de thématiques mises en scène par des enfants du camp. C'est sur cette pièce de théâtre que nous avons quitté le camp de Sayam Forage. Retour à Difa. Le centre mère et enfant de la ville bénéficie aussi de l'appui de l'UNFPA et il prend en charge des cas de complications en provenance de Sayam Forage et d'autres localités du bassin du lac Tchad. Aïda, nom d'emprunt que nous lui donnons, n'a que 13 ans. Elle a subi, il y a une semaine,
Un viol qui la marquera à jamais. Qui a été violée il y a une semaine de cela, dans une région très lointaine, vers le lac Tchad. Donc cette petite, on a eu du mal à faire sa prise en charge. Parce que, comme vous connaissez, généralement, il y a les 3 retards de l'OMS qui sont là. Et celle-là, la première retard, c'est elle qui nous a causé de soucis. Parce qu'ils ont mis une semaine pour pouvoir arriver chez nous pour la prise en charge. Donc celle-là, elle a été violée avec pénétration. Qu'elle était venue à l'examen, on avait trouvé qu'il y avait une déchirure du Douglas et une déchirure du périnée postérieur, qu'on a dû prendre en charge pendant 2 à 3 heures de temps au bloc opératoire. Donc c'est pour vous dire comment est-ce que cette prise en charge elle est compliquée chez nous. Heureusement d'ailleurs, il y a l'UNFPA qui est là, qui nous appuie. Et c'est grâce à cet appui de l'UNFPA en termes de matériel, en termes de médicaments, le kit 3 PEP de prise en charge, en termes de vaccins, qu'on arrive à prendre en charge ce genre de situation. Et celle-là, s'il n'y avait pas cette donation, s'il n'y avait pas cet appui de l'UNFPA, je vous dis que sa prise en charge serait vraiment compliquée. Le centre mère et enfant de Difa reçoit aussi beaucoup de cas de fistules obstétricales. Cela est dû tout simplement, comme je l'ai dit, à un retard, n'est-ce pas, dans l'accès au niveau des structures de santé, du travail qui sont prolongés, n'est-ce pas, et un certain aussi, donc, comment on appelle ça, certains éléments aussi culturels qui font que souvent on fait appel d'abord, n'est-ce pas, à nos guérisseurs traditionnels, n'est-ce pas, à nos habitudes, à nos cultures, qui fait que donc ça retarde l'accès, n'est-ce pas, aux soins. Ce qui fait que donc nous avons vraiment des cas, mais nous limitons, n'est-ce pas, à la cure ou à la prise en charge des cas simples de fistules. Donc nous avons commencé à opérer depuis 2012. De 2012 à aujourd'hui, en tout cas, nous avons pris beaucoup de cas. Et souvent, il y a des cas aussi qui dépassent nos capacités. Et ces cas, nous les présentons le plus souvent au niveau des camps de prise en charge des fistules, le plus souvent organisés par UNFPA. Et pas plus tard, il y a 1 mois, ou bien quelques semaines, 2 semaines, 3 semaines, nous étions à Maradi. Et nous avons en tout cas amené 4 de nos patients qui ont été également prises en charge au niveau de ces camps. Vous avez fait une visite au camp de Sayam. Vous avez vu comment l'impact de la prise en charge, comment elle a évolué dans cette structure. Il y a beaucoup de choses qui se sont améliorées. Et ça, c'est grâce à une nouvelle façon de former qui est aider les mères à survivre et aider les bébés à survivre, qui est financée par la fondation Bill et Melinda Gates, avec un appui aussi bien sûr de l'UNFPA par rapport à ça. Et cette formation vise à réduire le taux de mortalité maternelle et infantile dans la société. On veut arriver à réduire ces taux-là de façon drastique. Donc on s'attaque, comment on fait? On s'attaque directement aux causes les plus fréquentes, qui sont les hémorragies, l'éclampsie, la pré-éclampsie, et bien sûr les réanimations au niveau des nouveau-nés, et aider les nouveau-nés là, les prendre en charge, et surtout les petits bébés aussi. Maintenant, cette formation, on l'appelle petite dose haute fréquence. À 711 km de Difa, nous nous sommes arrêtés à Maradi. La capitale économique du Niger accueille une formation des forces de l'ordre à la prévention et à la prise en charge des cas de violence basés sur le genre. Cette activité entre dans le cadre des initiatives de l'UNFPA visant à mettre fin au VBG dans le pays. Des gendarmes, policiers et militaires de toutes les régions du Niger, à l'exception de Niamey, y participent. Le formateur les aide surtout à créer, dans leurs différents services, un environnement favorable à la communication avec les personnes victimes de violences basées sur le genre. Ce qui se passe, c'est que les personnes sont très mal accueillies dans nos institutions. En Afrique, ce n'est pas seulement le fait du Niger. Et c'est ce qui fonde que, dans bien des cas, les victimes, les survivantes, ne vont pas vers les institutions. Donc j'insiste beaucoup sur l'accueil au niveau institutionnel, mais aussi l'espace d'accueil. On ne peut pas accueillir une survivante sur une main courante. Ce n'est pas possible. Et c'est là où j'encourage les pouvoirs publics et les institutions des Nations Unies à aider les institutions, en fait, où on accueille les victimes, à aménager des espaces tout à fait adéquats et des compétences
pour l'auditionner et ne pas contribuer à retraumatiser les victimes. Accueil et, je dirais, audition correcte, avec beaucoup de respect et d'empathie, pour parvenir à un procès-verbal correct qui alimente un procès et qui peut permettre au procureur de la République de faire son travail. Depuis notre arrivée, le lundi jusqu'à la journée d'hier, nous avons été édifiés sur la prise en charge, la prise en charge psychosociale, médicale, l'accueil des survivants des BBG, les différentes sortes de violences, les différents cas à recevoir les plus urgents et la façon de les traiter, de les mettre en confiance et d'essayer de trouver des solutions. La formation est venue renforcer déjà mes capacités sur le terrain, puisque je m'occupe surtout du volet protection des femmes et des mineurs dans la région que je représente. Et c'est un plus pour moi. Et c'est pour la première fois que j'assiste à une formation sur la prise en charge psychosociale des victimes de violences basées sur le genre. Et cette formation, c'est comme pour moi, elle a renforcé ce que j'ai déjà et elle m'avait permis de voir les violences sur beaucoup d'angles. On a vu des projections, des films qui m'avaient fait révolter, qui m'avaient donné un sentiment de ne pas participer pleinement et de ne pas assister également pleinement les femmes là. Et au sortir, je peux dire que ça va me permettre de non seulement renforcer ce que j'ai déjà sur le terrain et de lutter pour que ça cesse. Au Niger, l'UNFPA travaille avec plusieurs partenaires locaux et internationaux sur ces questions de violence basée sur le genre, de mariage précoce, d'autonomisation des femmes, entre autres. À Sayam, par exemple, cette collaboration a donné des résultats plutôt satisfaisants de l'avis des partenaires. Encore une fois, le Niger qui ouvre ses portes, qui ouvre ses bras et accueille une valeur très forte qui est au centre vraiment d'un programme politique important. Et donc, là où il y a ces déplacés forcés, vous allez voir des agences sœurs comme le PAM, comme le UNFPA dans ce cas pratique. Donc un soutien qui nous soulage beaucoup, mais pas seulement le HCR, surtout soulage les femmes et les enfants dans le GBV, dans la reproduction, dans la santé, dans l'équipement de l'infirmerie. On peut en parler jusqu'à demain. Un partenariat stratégique, un partenariat sœur, qui a comme objectif, le même que le nôtre, d'implémenter tout le concept de la philosophie du soin, qui est la sauvegarde de la dignité de la personne. Dans les perspectives, nous avons des modèles. Ce projet ciblait essentiellement le Tchad et le Niger. Le Tchad s'est distingué par une pratique prometteuse par la réponse communautaire, la réponse des communautés par la communauté et pour les membres les plus vulnérables et les survivantes de violences basées sur le genre. Et au niveau de DIFA, dans le camp de réfugiés, vous avez vu une prise en charge intégrée au premier point de prestation de services et ne laissant personne pour compte. Donc, ce modèle de réponse communautaire et de point de prestation de services pourrait être mis à l'échelle au niveau de la plateforme régionale, qui comprend 4 pays, le Niger, le Tchad, le Cameroun et le Nigeria. Le projet DK39 est à terme désormais. Bon nombre d'observateurs s'attendent à ce que ce projet, qui a obtenu de résultats probants, soit reconduit.